Bonsoir. Alors nous sommes ce soir ici pour cette conférence de RCR. R comme Raphaël, C comme Carmen et R comme Ramon. RCR est un collectif d'architectes créé en 1988 par Raphaël Aranda, Carme Pigem, il faut dire normalement, voilà, et Ramon Vivalta. L'agence a fait le choix de s'installer dès les années 90 à Olot, en Catalogne, un village au pied des Pyrénées, sur des terres volcaniques, où deux des membres de l'équipe des trois étaient originaires. Ils ont vécu et grandi là-bas. Ils ont décidé de revenir s'installer là-bas. Alors, juste avant ma présentation, je voudrais lire un petit texte écrit par RCR. Si vous n'avez pas l'habitude de regarder le ciel, les étoiles, ou si vous ne vous laissez pas enchanter, si vous n'avez pas l'habitude de toucher la terre, les arbres, ou boire l'eau bouillonnante des sources naturelles, si vous n'avez pas l'habitude d'écouter le bruit de l'air ou sentir l'odeur du vent, si vous n'apercevez pas la beauté de la nature à chaque pas que vous faites et que vous ne voulez pas découvrir son mystère ni l'aimer, il est alors peu probable que vous puissiez comprendre bon nombre de nos sentiments, de nos pensées et de nos attitudes, ou entrevoir la force et l'énergie que la nature nous donne. C'est RCR qui parle. Alors, RCR a démontré, par la radicalité de leur architecture, que la modernité sied bien à la ruralité. Leur architecture est exigeante, puissante, intemporelle. L'architectonique de leurs bâtiments est brutale et en même temps, les atmosphères créées sont mystérieusement contenantes. Les ambiances, parfois très sombres, sont rayonnantes. La lumière ruisselle des profondeurs des projets. L'architecture de RCR est toute de savants jeux de clair-obscur, absorbée par la qualité sombre et mate du métal oxydé, car RCR est passé maître dans l'art de jouer et de composer avec l'acier, une marque de fabrique depuis toujours. Et on comprend bien la merveilleuse rencontre entre l'œuvre de Soulages et celle de RCR pour la réalisation du musée Soulages à Rodez en 2014. Leur architecture franche, impressionnante, est clairement portée par la recherche obstinée de la beauté, avec un travail extrêmement discipliné par le dessin, les proportions, la construction, jusqu'aux plus petits détails. RCR définissent leur travail en 5 mots. Atmosphère, symbiose, complexité, dynamique, équilibre. L'étrange symbiose entre intérieur et extérieur, architecture et nature, n'est pas, je pourrais dire, entre noir et lumière, n'est pas sans référence à la culture japonaise. J'insisterai sur la forte relation dans leur travail entre architecture et nature, l'interpénétration entre architecture et nature, comme si la nature et l'architecture entraient en osmose. La nature comme matière même de l'architecture et l'architecture comme élément de nature, élément naturel, on pourrait dire. J'ai compris ça dans votre travail et dans votre positionnement. L'œuvre de RCR, vous le savez, je l'espère, a été distinguée par le Pritzker en 2017, l'équivalent du prix Nobel en architecture. Ces architectes, connus en France tout particulièrement avec le musée Soulages, j'en parlais tout à l'heure, réalisé à Rodez en 2014, réalisent des projets ailleurs en Europe
et aussi à Bordeaux. C'est pour ça que nous sommes infiniment heureux de vous accueillir ici, vous voyez, avec un public nombreux de Bordelais. Et croyez bien qu'il n'y a pas une majorité d'architectes dans la salle. Voilà, il y a à Bordeaux un public nombreux d'amateurs d'architecture. C'est très bien ça. Bon. Alors à Bordeaux, vous allez peut-être en parler, mais je vais quand même les citer dans l'introduction. Il y a plusieurs projets en cours avec Arcotec, qui sont vos collaborateurs bordelais. À Mérignac, le projet à la Glacière de 70 logements avec Eiffage Immobilier. La résidence Jean Moulin, 152 logements au Bouscat pour Gironde Habitat. Le jardin suspendu, 200 logements pour Belin Promotion. Donc ça, c'est à Euratlantique, je crois. Non, c'est où? Voilà. La ZAC de Mérignac, donc 150 logements avec BMA et Pichet. L'estuaire à Bordeaux-Atlantique, Garonne-Eiffel. Donc vous savez le site, pour ceux qui ne connaissent pas dans la salle, qui est donc la grosse opération autour de la gare, menée dans le cadre de l'établissement public d'aménagement Euratlantique. Voilà, il y a donc 70 logements, quai des Champs, qui sont en cours avec Aquitanis, pour Aquitanis et avec. Voilà, donc d'autres projets ailleurs dont vous allez nous parler. Merci, Carnet. Merci, Francine. Merci. Voilà. Bonsoir, merci Francine, merci à tous pour être ici. Bon, je suis Carmen, je suis la C de RCR Architectes, donc c'est architecte en catalan. Et donc, on a commencé il y a 30 ans. On a commencé avec CEFAR, c'est les premiers concours nationaux que nous avons remportés. Et ça nous a permis de découvrir que même si on était dans un tout petit village, on pouvait essayer de faire des choses dans le monde de l'architecture. Je vais parler en français. Bon, excusez-moi si je ne parle pas assez bien. Donc, on disait que nous habitons et nous travaillons à Lot. Donc, Lot, c'est notre environnement. Je vais faire comme ça. Et c'est un endroit assez spécial parce que c'est une région volcanique. Donc, tous les paysages sont assez doux. Il y a les petites collines et tout ça. Et au fond, on peut voir les Pyrénées. Et tout ce qu'on a découvert dans cet endroit, pour nous, très spécial et très joli, c'est que cette nature que nous aimons et qu'on en parle souvent, ce n'était pas une nature sauvage. C'était plutôt une nature que c'était le résultat de la nature lui-même et aussi du travail des hommes. Donc on disait que c'était une nature humanisée. Et comment voir que tous ces paysages qu'on pourrait dire, c'est l'image d'un paysage naturel, c'était un paysage dû à un fort travail des hommes. Et comment ce fort travail qui ne se cache pas du tout, il donne cette image de paysage naturel. Donc là, on a appris pas mal de choses. On a une seule rivière très petite, on ne peut pas comparer à la Garonne, c'est la Flovia. Et puis on a une forêt d'être, que c'est très spécial parce que cette forêt d'être, elle est dans une altitude très inusuelle, et ça c'est à cause du sol volcanique. Et avec tous les sols et avec tous ces arbres qui poussent très verticalement et d'une manière très dense, comment la lumière elle rentre dedans et ça donne un labyrinthe très magique. Donc dans cet endroit que nous travaillons et nous habitons depuis longtemps, en fait c'est notre ville natale. Ici, on va présenter Barberie, que maintenant c'est notre espace de travail.
c'est un espace de travail qu'il est dans une ancienne fonderie. Donc là, il y avait la présence du feu, parce que là, il faisait des cloches, des sculptures en bronze. Et donc, c'est un endroit qui avait une atmosphère très particulière. Et nous aimons beaucoup comprendre la nature ou un bâtiment qui existe de la même façon, de la même manière. On essaie tout le temps de comprendre bien qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il faut que nous faisons là, et puis après, on essaie de pousser les qualités de ce qui existe et de le faire travailler ensemble avec ce que nous faisons à nouveau. Donc ça donne un résultat unique parce que cette préexistence ou on dirait cet endroit ou cette nature, elle est unique. Et puis après, avec la nouvelle intervention, ça devient encore une autre chose unique qu'on ne peut pas changer d'endroit. Donc là, il y a quelques images de notre espace de travail. Et qu'on sent même qu'il y a une ambiguïté entre l'intérieur et l'extérieur. Donc on essaie un peu de ne pas forcer les limites, c'est plutôt de créer une interrelation très forte entre l'intérieur et l'extérieur, entre la nature et on pourrait dire et la matière. Et là, c'est un peu l'espace où nous travaillons. Donc, on travaille toujours autour, pas seulement dans les mêmes espaces, mais aussi autour de la même table. Donc, c'est Raphaël, moi et Ramon. Et donc, ça, c'est une décision qu'on a prise après notre voyage au Japon. Et c'était l'année 90, qu'on a décidé de travailler comme ça. Pas chacun dans une table ou dans un endroit ou un espace pour chacun, sinon c'était plutôt autour de la même table. Et maintenant, c'est bien de présenter cet espace à Bordeaux, Marengo, qu'en fait, c'est l'espace qu'on a amélioré, qu'on a fait aussi une intervention pour qu'elle était la siège de RCA Artotech. En fait, on a fait une association avec l'agence Artotech, donc Jairo il est là. Et donc, on a fait cette RCA Artotech et maintenant on a cet espace à Marengo. Donc, et tout ça c'est refait à tout un sujet que nous parlons du début, que c'est la créativité partagée. Pour nous, c'est très important de dire que c'est pas important qu'il commence un dessin ou qu'il continue ou qu'est-ce qu'il se passe, sinon que ce que c'est très important, c'est de dire, bon, je m'oublie de moi et je pense à nous. Et cette décision de s'oublier de soi-même pour penser à nous, c'est très enrichissant et en même temps ça donne aussi
ça aide, non? Parce que sinon, si tu es toute seule devant toute cette histoire de l'architecture, quelquefois c'est aussi à se dire, tous les processus, donc on se sent plus à l'aise, maintenant j'ai la parole, on se sent plus à l'aise. Donc on partage les travaux, on partage n'importe qui fait quoi. Hein? C'est toujours cette histoire d'être nous. Donc après avoir fini nos études au 87, on a décidé de rentrer chez nous et on a commencé à travailler ensemble. Donc puis après 30 ans qu'on travaille ensemble, on dit que c'est le plus grand succès que nous avons eu, de continuer ensemble et d'avoir encore l'esprit et l'espoir d'y continuer. Et même pour nous, n'a pas été important qu'est-ce qu'on faisait. Ce n'était pas important les programmes qu'on allait développer. C'était plutôt de dire ce que c'est important, c'est d'avoir l'espoir de faire quelque chose avec l'opportunité que nous avons en ce moment. Donc après cette introduction, un peu pour voir où nous sommes, qui nous sommes et comment on travaille, on commence pour vous présenter quelques projets. Et on pense que cette piste d'athlétisme tout seul Basile, qu'il y a longtemps qu'elle a été faite, elle résume aussi beaucoup bien et beaucoup de choses que nous avons appris dans notre devenir architectural. Il faut dire même que, bon, nous sommes à Olot, ça c'est la ville, donc nous sommes dans le cadre d'un parc naturel, le parc naturel volcanique de la Garrucha, et on a, je vous avais déjà montré une image, on a une fleuve, hop, ah voilà, la fleuve, elle est là. Donc il s'agissait de penser qu'est-ce qu'on pouvait faire à l'entrée de cette rivière, même parce que si nous sommes dans un parc naturel, la ligne qui séparait les sols urbains du parc naturel, c'était rien. Donc il fallait penser qu'est-ce qu'on pouvait faire dans cet espace qui devait être un peu la transition entre l'espace naturel et la ville. Et donc on a pensé à un espace pour il était un peu doux dans son usage avec des équipements sportifs et ludiques. Et on a fait une pièce que c'est une piste d'athlétisme, celui-là. Voilà. C'est un programme, si vous avez travaillé avec un programme pareil, c'est un programme c'est une pièce qu'elle mesure 400 mètres, donc c'est une pièce assez importante. Et elle aussi, elle a une condition d'être très bien orientée, nord-sud. Et qu'est-ce qu'on a fait là? On a pris les deux champs qu'il restait vides. Il y avait des champs pour cultiver et il y avait tout un entourage de forêts et même il y avait une forêt qui séparait les deux champs. Donc on a fait la piste en suivant un peu la forêt et en laissant tous ces arbres-là. Et c'est curieux comment ces projets-là, qu'il a été très difficile à gérer parce qu'il y avait toujours de fortes discussions entre les athlètes qui voulaient aucun arbre au milieu de la piste et les écologistes qui ne voulaient pas qu'on touche aucun arbre, qu'il a fallu en couper quelqu'un par là. Dans cette sorte de confrontation à se dire, on pense que nous sommes très contents de ce projet et même c'est un projet qui nous a appris à nous aussi beaucoup de choses. Une des choses qu'il nous a appris aussi, c'est de voir comment si on crée, si on believe, non, dans la puissance de l'espace,
cet espace, il peut un peu transcender sa fonction. Comment, quand on est dans cet espace-là, tu as le sentiment d'être dans un espace, c'est pas plutôt que tu es dans une machine à courir ou à faire seulement de le sport. Non? Comment si l'espace il a une qualité spatiale, il peut transcender sa fonction et comment ça peut t'apporter d'autres émotions et d'autres sentiments, d'autres feelings, non? On peut dire. Il y a les petites pièces là qui font l'adaptation topographique parce que même la piste elle doit être complètement horizontale. Et on voit aussi comment les lampes elles sortent de la forêt comme si elles étaient aussi d'arbres. Et on a découvert aussi la puissance de la profondeur. Non? Comment c'est très important de ne pas voir tout d'un coup, d'avoir de différentes couches, de voir toute une sorte aussi de filtre. On trouvait que c'était très intéressant de ne pas tout découvrir, d'arriver, de voir. Et tout ça aussi donne une autre dimension spatiale quand tu es dans cet endroit ou n'importe lequel. Non? Et c'était même découvrir qu'on peut faire de l'espace et l'espace, n'importe lequel matériel tu utilises. Mais pour nous, ce que c'est important, c'était d'utiliser très peu de matériaux. Donc, en ces cas-là, les matériaux, il était les arbres, il était la forêt. Non? Et comment si on utilise très peu de matériaux, on sent plutôt l'espace, parce qu'on n'est pas, on n'a pas la distraction de différents matériaux qui attirent l'attention, sinon que c'est plutôt quand tu es dans un espace qui est fait dans les mêmes matériaux, il crée une atmosphère qui te prend et tu peux sentir plus bien l'espace, la puissance de l'espace. Et même pour nous, c'est très important de penser au vide, non? Comment, c'est un peu comme en musique, non? Tu as une partiture, une lettre en musique, et tu as les notes, mais aussi tu as les silences. Comment les vides en architecture jouent les rôles des silences en musique et comment ces silences peuvent attirer l'environnement, comment cet espace attire cet environnement et il fait partie de l'architecture. Non? Qu'est-ce que c'est l'architecture? C'est la pièce qu'on vient bâtir ou c'est les cadres qu'on prépare pour sentir la nature. Donc, un peu on dit comment même les couleurs ils existent s'il y a de la lumière. On dit que l'espace on le sent plus bien quand il y a les vides. Non? Et ça c'est un peu c'est un cas assez simple pour montrer ça. Dans cette histoire du vide et de l'importance de créer un espace où les gens peuvent un peu se sentir dignifiés, non? De se sentir acteurs dans un espace qui est préparé pour leur vie. On va montrer ce travail à Ripoll. Ripoll, en fait, c'est un village qui est assez près de l'autre. Et c'était la question de faire une place dans l'ancien terrain dans un terrain qui était qu'avant il y avait été bâti un théâtre, le théâtre de la Lira.
on est dans un village qu'il plaît souvent, donc ils voulaient avoir un espace pour la ville, une place, mais qu'elle était couverte. Ils voulaient avoir un grand espace pour des événements et pour les faire, même s'il pleuvait. Donc là, il y a en fait la rivière, la terre, et ils avaient cet espace-là qu'il y avait eu un théâtre et qu'ils avaient démoli. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a pris tout ce qu'il y avait, on a pris toutes les formes, parce qu'on est dans un centre-ville, donc il n'y a pas des alignations régulières, c'est tout plutôt comme ça. Et on a pris même l'importance de respecter des patios pour des logements, qu'ils étaient là. Et ce qu'on a apporté au projet, au concours de cette place, c'était de faire une passerelle qui rapprochait ou qui permettait de se connecter un côté village, d'un côté aussi village, mais un peu plus doux, un peu plus près de la nature. Donc, on a bâti cette place-là et on a mis cette passerelle qui traversait la fleuve et qui permettait, comme je disais tout avant, de connecter les deux côtés. Cette passerelle même, elle a un côté assez filtré. Il y a des pièces comme ça, comme pour les garde-corps. Et de l'autre côté, il est beaucoup plus massif, comme ça. Et donc, la place, elle prend cette présence où après les gens, ils lui donnent la vie. On dirait même que ce sont des acteurs. On a un peu aussi la résonance que ça, c'était un théâtre. Et même s'il est couvert, on ne voulait pas perdre la lumière. Donc, il y a toute cette partie avec des petites pièces qui nous permet de laisser la lumière. Et même, on laisse aussi pousser un peu du verre. Ça, c'est dans la passerelle, non? Nous voyons, il y a un peu ces deux côtés. Un côté un peu plus bas où tu peux t'asseoir là et voir la fleuve qu'il se passe. Et après, un autre côté un peu plus haut où tu peux marcher plus tranquillement. Donc la place participe de ces paysages, de ces cadres-là, non? Et même de l'autre côté, nous sommes dans une rue très étroite, non? Et donc on suit tous les... On est juste dans les cadres qu'on avait. Maintenant, on rentre dans un autre projet assez différent, non? On était beaucoup dans l'espace ouvert et maintenant, on va rentrer dans un paysage, mais en même temps sous la terre. C'est un programme que vous connaissez très bien ici à Bordeaux, ce sont des caves. Et c'était un concours très intéressant parce qu'en fait, les propriétaires, il avait une pièce de terrain, il avait une propriété assez grande. J'ai perdu. Il avait une pièce de terrain assez grande. Et il s'agissait de choisir l'endroit pour bâtir les caves. Non? Donc, on n'avait pas un endroit fixé pour dire, bon,
dans cet endroit, il faut que vous allez bâtir les caves. Donc, parce que si on dit, si en architecture, on parle souvent qu'il faut répondre à des questions. Une chose, c'est qu'est-ce qu'on doit faire, c'est les programmes. Et l'autre question, c'est où on doit faire ça. Donc, en ce cas-là, les où, c'était aussi une question à résoudre. Où est-ce qu'il fallait bâtir. Et donc, dans cet endroit, on a vu que... on est là. On a vu qu'il y avait un chemin qui faisait la liaison entre différents bâtiments qui existaient. Une maison là, une pièce là, une autre. Donc il y avait un chemin là qui parcourait même dans les, on dirait dans les changements de paysage entre la montagne et la forêt et après les champs et la vallée qui descendent vers la mer. Donc on trouvait que c'est profiter de ce chemin-là, c'était très important parce que on n'allait pas ajouter notre pièce n'importe où, sinon c'était plutôt de se rejoindre avec tout ça qu'il existait ici. Et donc il y avait la forêt et la montagne qui arrivait là. Donc dans les chemins qui existaient, on a décidé de placer les caves là. Et puis après les caves, ils sont mis sous la terre, en sachant que ça donnait l'atmosphère, les températures, l'ambiance, que c'était bon pour les vins. Et comment, même si c'était des caves assez petites, parce qu'en fait c'était des caves particulières, on pourrait dire, on voulait même que quand on était dedans, on avait un peu la sensation que ça c'était un peu plus grand. Et que c'était un parcourir sous la terre. Et on voulait quand même faire sentir ça. Non, on est dans la terre, on perd un peu la référence. Donc on voulait aussi quand même de forcer même cet esprit ou cette histoire. Donc les projets, quelques projets par les pointeurs. Voilà. Les chemins, on couvre part de ces chemins-là et on a des pièces qui sont de ces côtés-là qui s'ouvrent vers la forêt. Et puis après, il y a une autre partie là qu'elle est souterraine et qu'elle est sous des vignes, non, qui sont au-dessous. C'est un peu dans ces chemins-là qu'il y a des pièces de travail, comme les laboratoires, tout ça. Et puis après, on rentre dedans l'espace pour les pièces grandes en bois. Et puis après, la pièce pour les bouteilles. Et puis, il y a un espace pour goûter les vins. Et puis, un petit espace pour des petits événements. Donc, on voit cette image-là de la forêt, de la montagne. Et on voit cette partie aérienne et puis on voit les vignes qui sont plantées là-dessous et là au fond on voit la mer. Donc on commence le parcours pour ces chemins, on descend et si on se tourne on voit les chemins qu'on avait pris. Puis il y a les pièces que je parlais tout à l'heure, comme les petits laboratoires, les petites salles pour travailler quelque chose. Et quand on rentre dedans, quand on prend ces premiers couloirs que je vous montrais tout d'abord, on rentre dans un espace qu'on a perdu toute référence. Il n'y a plus l'horizontal ou la verticale, c'est plutôt un espace qui
qui un peu te fait sentir que tu es sous la terre, non? De prendre conscience que tu es enterré, et même avec tous les plafonds qu'il soutiennent, tous ces poids de terre, tu sens un peu, quand tu es dedans, tu sens tout ça, non? Et même on voit les pierres, non? Donc on sent qu'on est dans cet espace enterré. Ça, c'est l'espace pour les bouteilles, non? Elles montent comme ça. Et l'espace qu'après, il t'apporte une surprise quand tu es là-dedans, c'est d'arriver dans cet espace pour goûter les vins. Et c'est un espace que tous ces rayonnements qu'on voit là de lumière, ce sont vraiment de lumière naturelle, mais pas seulement ça, ce sont aussi des rayonnements d'air. Donc là, c'est ouvert, même s'il plaît dedans. Donc ça, ce sont des trous ouverts au ciel. Donc pour les sens, c'est très spécial parce que tu es dans cet endroit que tu ne sais pas vraiment où tu es, non? Tu perds un peu l'essence de l'orientation, mais tu sens que tu es enterré, mais tout d'un coup, tu sens l'air. Tu sens la fraîcheur de l'air, tu vois un peu de lumière qui vient dehors. Donc, c'est vraiment ça t'expose à une émotion particulière. Donc ça, c'est plutôt c'est l'espace surprise qu'on a là, non? C'est ça qu'on ne voit pas tout d'un coup, non? Il faut les parcourir et quand même les découvrir. Et maintenant, on vous montre une chose complètement différente, non? En ce cas, c'est un espace d'événement qui s'appelle la Scole, et c'est aussi à Olot, dans notre village. Et quand je vous parlais tout d'abord, tout à l'heure, qu'en architecture, il faut toujours répondre à la question qu'est-ce qu'on doit faire et où est-ce qu'on doit faire ça. Avec qu'est-ce qu'on doit faire avec ces concepts, on essaie toujours d'aller un peu dans l'essentialité du concept. On essaie toujours de primer un peu, de s'oublier de ce qu'on connaît et d'essayer d'aller vers l'essentialité du concept. Donc, dans ce cas, on voulait faire un espace d'événement, que ce n'était pas une grande salle. On avait l'espoir et l'envie de créer un espace d'événement comme si c'était de faire des événements dans la forêt. Vous connaissez très bien la peinture, il ne faut pas dire autre chose, non? Et même dans notre culture, c'était très commun pendant les fêtes de village même d'utiliser un espace ouvert, c'était une place, et d'y mettre des petites pièces en papier pour fêter. C'était comme une sorte de toiture. C'était pas vraiment une toiture parce qu'il pleuvait, mais le fait qu'il y avait toutes ces pièces comme ça, non, il donnait une autre perception de l'espace qu'ils étaient habitués pendant les jours, on dirait pendant toute l'année, non? Mais quand il arrivait les jours de fête, non, c'était très commun de faire des choses comme ça. Donc, un peu avec toute cette histoire de faire les célébrations dans la forêt, dans l'espace extérieur, et même dans l'histoire que nous avions dans notre culture de comment préparer un espace pour fêter, c'était un peu les idées qu'on a travaillées pour créer cet espace d'événement.
En fait, l'endroit où il fallait faire ça, c'est un endroit que autour de là, c'était pas grand-chose. Il y a en fait beaucoup d'espace de travail. C'est pas très intéressant. Donc, on a décidé un peu de se mettre un peu dessous et tous les cailloux qui ont été enlevés, on les a retournés au site en faisant de l'étalie, en faisant même de couverture. Et donc, on a pris cette idée de cet anneau, de cette pièce en papier, pour prendre des pièces en ce cas en acier. Ce sont des tubes en acier et on les a pris, on les a soutenus de les deux côtés et les poids propres qu'ils avaient, il leur a donné la forme. Donc on a pris un tube, on l'a mis comme ça et puis avec son poids, il a pris sa forme, un peu sa forme naturelle. Non? Donc ça n'a pas été calculé pour être comme ça, tout droit et tout bien, sinon qu'on a fait avec, en essayant là, de voir comment ça tombait, quelle était la forme que ça donnait en respectant un peu les mouvements de type. Et puis après, on a préparé de trous pour avoir des arbres qui sont en train de pousser et on espère qu'ils encore poussent en plus pour donner de l'ombre. Entre-temps, il a une pièce en FT qui permet qu'il ne plaît pas dedans. Et même pour faire la fermeture de cet espace, on ne voulait pas utiliser les verres parce qu'on trouvait que les verres c'est trop dur, non? C'est trop. C'est une pièce qui toujours tu rejettes, non? Et on a utilisé un peu ces plastiques, ça donne une autre expérience, on pourrait dire, tactile et aussi visuelle. C'est beaucoup plus doux, c'est moins nitide, c'est beaucoup plus flou. Non? Et donc, on trouvait ça intéressant. Et à nouveau, c'est un espace que tu prépares et puis après les gens, ce sont qui font l'activation de l'espace. Non? Comme je vous disais tout à l'heure, on s'est mis un peu en bas et on a profité tous les cailloux pour faire les talis être là. Non? On voit bien ça dans les sections, non? Comment j'ai perdu les matins. Et même sur les plans, non, on voit toute cette pièce, tout ce petit patio avec, non, on voit les troncs des arbres. Et comment ça même permettait de, s'il y avait moins de personnes ou s'il s'agissait d'une célébration plus grande, d'avoir plus ou moins d'espace à réger. Et même la partie des toilettes, non, on a fait que même les toilettes, elles étaient à plein air, non? Même les couloirs, il est ouvert et même la pièce là aussi. C'est toujours ce rapport, on dirait, à la nature, mais
pour nous, quand nous parlons de nature, ce n'est pas une question de berre ou des arbres, hein, c'est plutôt aussi de l'air, de l'espace, c'est beaucoup plutôt une connexion avec, on dit aussi une connexion entre les terres et les ciels. Non, c'est pas vraiment, pour nous, nature, il a une connotation beaucoup plus large. Voilà, après la pluie, non, on voit la toiture comme ça. On pensait que c'était bien de, peut-être vous connaissez, de parler un peu du musée Soulages. En fait, Marc, il est là, c'est un ami à nous qu'il nous avait parlé. On dit qu'un concours pour musée Soulages, il va sortir. Et je pense que vous avez beaucoup de résonance avec lui et il serait bien que vous y participez. À ce moment-là, on n'avait jamais fait aucun travail ailleurs. Donc, on a attendu pendant un an que ça sortait définitivement et on a décidé de se présenter. Donc, c'était notre première expérience à l'extérieur. On a fait les concours et on l'a remporté. Donc, on a été, c'était la folie, non? On a été très, très contents. Et même parce qu'il y avait, on était 4 équipes, il y avait des équipes françaises, il y avait Paul Andréou qu'il était en fait un très bon ami à Soulages. Après, il y avait Marc Barani et comme il y avait des architectes étrangers, qu'ils a été Kenzo Kuma et nous. Et on l'a pu remporter, on a été très très contents. Et donc, c'est bien de voir comment Soulages il envisageait son musée. Et parce que, vous savez, en fait, Soulages, il a été né à Rodez, donc en fait, c'est sa ville natale. Et il voulait avoir un musée qu'il n'expliquait pas seulement son dernier moment, l'Outre Noir, mais qu'il expliquait un peu toute son histoire. Et on connaissait très bien aussi les pièces qu'ils allaient être là. Non, on voit une peinture 46, 49. Comment il parle toujours comment faire sortir la lumière du tableau. Non? Et je trouve que ces pièces-là, elles expliquent très bien sa démarche. Non? Comme il essaie tout le temps de dire, je ne vais pas donner la lumière sur les tableaux, mais la lumière sort du tableau. Non? Comment ces pièces-là vont sortir vraiment la lumière du tableau. Là, on parle déjà au 71. Et il y a des sérigraphies, il y a tout le travail qu'il a fait pendant lithographie, pendant toute sa vie. Maintenant, vous savez, il est déjà très âgé. Il est à 98. Même il a préparé ses outils pour travailler. On voit une image à lui en regardant la maquette du musée. On a eu plusieurs rencontres, soit à Paris, soit à Rodez, ou soit à Sète. Même ils ont venu aussi à Lot pour voir. Donc on a eu pas mal de relations. Et en même temps, c'est très bien passé. Et surtout, les débuts du concours, c'était... il avait mis comme des prémices sur la table. Non? Il voulait avoir un musée dans les jardins et il voulait avoir un musée dans un seul niveau. En même temps, pour lui, c'était très important d'avoir une salle d'exposition temporaire assez large. Et cette salle temporaire, elle devait faire 500 mètres carrés. Pendant les processus, dans un moment, elle faisait 480. Il a dit non, c'est 500. Non? Donc, il avait l'envie de dire qu'il voulait que son musée c'était vivant. Donc,
il voulait avoir sa peinture, il voulait avoir une salle d'exposition temporaire vivante, on voulait même avoir un bon café, non? Vous savez que maintenant c'est Michel Brasse qui gère les cafés Brasse, pardon, les cafés du musée. Il s'appelle Café Bras en tout cas. Et aussi, ils voulaient que même l'architecture pourrait être aussi une autre pièce importante pour faire vivre les musées. Pour dire qu'ils voulaient un musée dans les jardins, nous sommes à Rodez, on les verra plus bien peut-être sur d'autres plans à vous montrer. Pardon. Voilà. Et ici, il y a un jardin, c'est le parc Foiret. Et donc, il voulait que les musées, c'était un musée dans les jardins, mais pour nous, ce n'était pas question de mettre le musée au milieu du jardin, parce que comme ça, on cachait tout cet espace. Ça a été un projet assez difficile à situer. À la fin, on s'est mis dans juste un côté, en essayant de ne pas être au milieu du parc. Et c'était aussi a été très important de chercher dans quel niveau on situait ce musée. On a fait pas mal de dessins autour de toute cette histoire. Et même c'est joli de raconter l'histoire parce que en fait, Soulages, il avait fait tous les travaux de vitrage à Conques. Vous connaissez bien sûr la baie de Conques. Et il avait travaillé dans ces vitraux pendant 7 ans. Et donc, il avait beaucoup de matériaux, bien sûr, pendant tous ces temps de processus. Et à l'époque, les maires de Rodez lui a dit « Qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça ?» et il avait dit « Je ne sais pas ». Et le maire lui a dit, si tu me donnes tout ça, je vais te bâtir un musée. Donc c'est un peu le point de la démarche, le point de sortie de les musées, c'était tous les travaux des Conques. Bon, après vous verrez pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire. Oups. Je le perds souvent, pardon. Ça, c'est la partie de Rodez avec la cathédrale et tout ça, c'est la fleuve, la Veyron. Et ça, c'est par Foiret qui part de là et qui vient ici. Et on trouvait qu'il y avait, là, il y a un nouveau quartier avec un grand pont. Et on voulait que toutes les traces de la ville, ils pouvaient quand même jouer dans les musées. Que le musée joue une partie très importante en relation à la ville, en relation au paysage et en relation à la peinture. Donc il y a un rapport toujours à différentes échelles, au paysage lointain, au paysage qui est très proche, à la peinture qui allait être dedans. Et donc il y a beaucoup de rapports pour se développer. Non? Donc le musée, il se présente assez bas dans les parcs. Comme ça, on a ces trous-là. On permet de voir les paysages lointains. Là, on permet de connecter la ville. Et cette pièce-là, c'est cette pièce la plus haute, la plus, qu'on voit les plus, la plus puissante, on dirait. Et cette pièce-là, c'était précisément la pièce qu'elle était dédiée aux travaux préliminaires des Conques. En fait, c'était donc les points de naissance du musée. Et donc, même par l'auteur et par la proportion aussi, elle prend un peu quand même, en même temps, un aspect un peu comme religieux ou d'église. Non? Donc il y a un rapport à le point de naissance de l'histoire du musée. De l'autre côté, parce qu'il y a 13 mètres de différence d'un côté à l'autre, les musées se présentent beaucoup puissants.
ce sont des dessins du concours. Et on a pu résoudre les musées à un seul niveau en faisant l'entrée au niveau supérieur, à côté de la partie administrative et à côté du café, il a une entrée pour qu'il soit ouvert si le musée est fermé. Et les ponts qui traversent par un autre, tous ces passages, il y a une petite salle pour faire de petits événements. Et ça se résout en faisant le musée tout en bas. Non? Donc on arrive et puis après on descend, on prend l'escalier ou l'ascenseur bien sûr. Et puis après on a tous ces musées en bas. Avec la pièce de Diacon, ça c'est pour les travaux les plus anciens. Et ça c'est déjà pour des tuiles à l'huile. Et tout ça, il y a tous les gravures et toutes les pièces. Et là, on a la grande salle pour les salles d'exposition temporaire. Encore de dessins du concours, mais à la fin, ce ne sont pas très différents de la réalité. Même là, non? On voit ces paysages lointains, ces fenestraces de cette histoire, juste quand on avait fini, et puis après avec tous les jardins déjà en vert. On a cette entrée au musée que ce n'est pas une entrée, on arrive, on ouvre la porte, sinon on passe plutôt toujours à côté. On traverse par là ou bien par là, mais après il y a cette grande toiture qui permet d'attendre là, même s'il plaît ou s'il fait trop de soleil. Non? Mais c'est toujours, même c'est une entrée aussi un peu que on peut dire que tu découvres, non? Et tu laisses tous les par là, tu peux t'asseoir là et attendre, non? On fait un peu les tours par dehors, non? Et on rentre dedans et on voit comment tous ces espaces, tu es dans un espace et puis après tu devines qu'il y en a un autre, non? Et comment tout ça fait un parcours entre l'espace, on dirait, comme commun et les pièces ou les boîtes qui sont précisément délimitées. Non? On rentre là, et même chacune de ces boîtes aussi, il y a une entre-lumière naturelle différente. Et on voit toujours comment tu peux continuer à parcourir, non? Parce que tu viens de là, mais tu ne vois pas la suivante porte comme ça, non? Sinon, tu rentres là et puis tu découvres l'autre, non? C'est toute une promenade, non? Quand on fait tous les parcours pour tous les musées. Là, c'est la pièce de Outre Noir qu'on a dans les musées. Et on a eu la chance pendant l'inauguration du musée d'avoir dans la salle d'exposition temporaire toute une exposition aussi à lui avec tout d'Outre Noir qu'ils sont venus de différents musées, aux collections particulières. Non? Ça a été les moments de l'inauguration du musée en 2014. Et aussi voir comment il a tellement de lectures à faire, non? On peut parler, non? Même là on voit les rapports avec la cathédrale, avec ses couleurs, et même voir comment tous ces espaces et toute cette architecture, on les peut voir très différemment, ça dépend du jour, non? On voyait là cette présence très forte, non? De ces volumes en lumière avec la cathédrale,
on peut même voir comment le musée disparaît parmi les brouillards. Et nous avons envie de vous montrer ces projets-là parce que c'est un projet pour nous très intéressant comme programme. C'est un crématorium Hofheide en Belgique. Et c'était bien parce que quand on a eu les concours, et en fait on l'a fait avec des amis belges qu'on a fait ensemble, on a fait ces projets ensemble. Et c'était de dire que c'était joli parce qu'en fait, ces crématoriums, ce n'était pas dédié à une religion spécifique. Donc, c'était ouvert pour tout le monde. Donc, il s'agissait de faire un espace pour que les gens puissent se réunir. Pour nous, dans l'histoire que je vous avais expliquée avant pour la salle d'événements, qu'on a dit on veut faire des événements dans la forêt, ici on pensait que la chose qu'on voulait faire, c'était de préparer un espace pour la rencontre et la promenade. On disait que c'est très bien de se promener, de se rencontrer. Ce sont des moments que tu fais la rencontre avec des amis ou des familiers qu'il y a longtemps que tu n'as pas vu. Donc, on voulait préparer un parcours et que c'est un parcours, bien sûr, à l'extérieur, mais quand même protégé du soleil et de la pluie. Donc, nous sommes à Flandre et là, le paysage il est très différent de la Garrotxa, de l'autre. Donc là, le paysage il est très, très, très plein. Mais en tout cas, toujours, chaque endroit il a son propre caractéristique qu'il faut lire ou qu'il faut être attentif. Et pour nous, c'était que ici, il y avait les points les plus bas de tous ces terrains, et là, l'eau y restait. Quand il plaît, donc l'eau restait là. Il faisait une sorte, on pourrait dire, de lac, mais c'est pas vraiment. Bon. Et on disait que c'était bien de profiter de cet espace-là parce que on trouvait que les rapports de l'eau avec le ciel, tout ça donnait, aidait un peu à la spiritualité, qu'on trouvait qu'un espace ou un programme, un espace comme celui, il devait avoir. Non? Donc, on arrive par là, on laisse la voiture là, et puis on vient à pied, on traverse un peu une source, on traverse les sources d'eau, et on rentre dans cette pièce. Et puis aussi, il y a des petits chemins pour aller à des endroits où tu peux aller faire déposer les cendres. Si. Ici, c'est en bas parce que bon, la voiture arrive là, et là, il y a les fours. Et donc, tu arrives à pied, et donc, tu as toute la possibilité de faire tous ces parcours qui est en relation à l'eau et au ciel. Non? Et on trouve que c'est un endroit pour, je répète, pour se trouver, pour se parler. Et après, il y avait des salles, des espaces de différentes tailles pour faire les célébrations. Et donc, ce sont des espaces où tu peux faire la célébration comme tu veux, non? Tu peux faire un concert, ou tu peux faire comment tu veux fêter pour dire au revoir, non? À quelqu'un que tu aimes. Puis après, là, il y a un petit café. Même tous ces parcours, c'est pas complètement horizontal, même il descend, il monte, non? Il fait... Donc, on arrive de l'autre côté, non?
c'est pas la neige, hein, c'est très froid, non? C'est de l'eau brisée. Quand on arrive, on traverse et on voit de l'autre côté. Et on voit tout ce parcours, non, qui s'éloignent et qui viennent, non, et que comment tu es comme, si près de l'eau, non, avec la protection. Non, et on trouve que quand tu prépares un espace pour parcourir et pour cadrer ça, non, comment l'eau et le ciel, non, aident dans ce sentiment, cette spiritualité qu'on voudrait bien de pousser dans un programme comme celui-ci. Ici, c'est la salle petite. Et celui-là, c'est la salle grande. Et pour aller d'une salle à l'autre aussi, dedans, il y a cet espace aussi baigné par la lumière naturelle. On les regardait d'un côté, maintenant on les regarde de l'autre côté. Et encore, ça s'est coupé, on peut toujours voir vers l'extérieur. Et on a montré que des projets finis. Et pour vous montrer un projet en cours, un projet qui commence, parce que on avait aussi parlé avec Michel, non, de dire c'est le moment de venir à Bordeaux donner une conférence ou c'est pas le moment, hein? Parce qu'on se disait peut-être serait mieux d'attendre, je sais pas, 2 ans ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a quelques projets qui sont en train de se faire et peut-être de les attendre pour montrer qu'est-ce qu'on fait à Bordeaux. Mais on s'est dit, bon, on peut venir maintenant, on peut retourner, non? Mais en tout cas, pour montrer un projet en cours, nous pensions que c'était bien de montrer un projet en cours à Bordeaux. Et ces projets, vous connaissez plus bien que moi, plus bien que nous. Il y a les centres-villes, donc nous sommes dans l'autre côté. C'est là, et c'est bien parce que non, on est près de c'est des points qui tournent. Et là, on est juste en face, c'est joli de cette magnifique vue, de cette ville que nous aimons beaucoup. Non? C'est une très jolie ville qu'on aime beaucoup. Ça, c'est en regardant les sites. Et comment on voulait essayer d'avoir un peu ces rapports et surtout de voir comment nous voulions rentrer un peu, prendre l'esprit de la Garonne, de dire, bon, on descend vers la Garonne avec tous ces doigts. Non? En fait, les programmes, c'est plutôt logement. Et comment travailler avec la nature, les logements et comment faire tous ces mouvements vers la Garonne. Il y a les différents niveaux. Je pense que ce n'est pas la peine de rentrer vraiment dans les projets, même si ce n'est pas non plus son dernier état. Mais en tout cas, c'était bien de montrer un projet assez différent et qu'on espère faire en ville. Et pour voir comment ça même pourrait se montrer, on aime beaucoup tous ces paysages qui est assez près d'ici. Et dans cette référence-là, on voulait
je vais vous montrer. De jouer avec toute cette histoire de point vertical de toute cette pièce, comme ça, et de rentrer dans un espace un peu inconnu pour vivre ou pour faire de logement, non? De voir tout un rapport nature et bordelaise dans ces projets. Non? Comment vivre la vie. Non. Et bon, et pour finir, dire que en 2002 ou en 2003, nous avons fait cette pièce-là dans une vieille maison en campagne très près de l'autre. Et que maintenant nous venons de la voir. Et que maintenant nos rêves, ils sont mis là. Et ces rêves-là, ils expliquent un peu, on voudrait bien développer les textes que Francine a lu tout au début, de voir comment pour nous la nature c'est très spécial et ça nous a donné beaucoup de choses. Et on pense que c'est toujours bien de montrer, on aime plutôt de montrer qu'est-ce qu'on a vu plutôt de qu'est-ce qu'on a fait, non? C'est plutôt bien dire nous aimons ça et ça nous a donné beaucoup de sources. Si vous voulez, venez voir aussi, non? Et on aime de créer là un lieu de référence et que ça peut aider pour les gens, pour se sentir bien ou pour pousser leur créativité, pour sentir comment la nature nous donne tellement de force. Donc ça un peu relie, on ne savait pas que Francine allait lire ces textes-là, mais ça relie beaucoup à tout ce qu'on parlait. Et quand on fait de l'architecture, à la fin, on fait des espaces et on prépare des atmosphères pour la vie. Et puis après, chacun la vit à son espoir ou à sa manière d'être, même de la manière qu'il se sent dans n'importe quel moment. Non? Et donc c'est bien voir comment après les regards de chacun peut donner des images propres et comment ça en même temps nous fait découvrir à nous des choses qu'on n'avait pas vues. C'est vrai qu'à la fin, quand tu fais de l'architecture, tu apprends des choses et tu en découvres. L'œuvre, elle prend sa propre vie, elle te montre des choses. Et aussi, c'est dans les regards des autres qu'on découvre des choses et qu'on apprend. Et donc, c'est comme ça qu'on voulait vous laisser avec des images de différents projets, n'importe quoi, et qu'il y a aussi des regards différents. Et voilà, c'est tout. Merci.
Merci beaucoup, Carme, pour cette conférence, pour cette Merci. présentation émouvante de ces magnifiques projets. Bon, maintenant, c'est le temps des questions. Est-ce que dans la salle, il y a certains parmi vous qui veulent poser des questions? J'en ai une, pardon. Je la poserai tout à l'heure. Bonjour, bonsoir. Marc Chesinski. Je connais Carmen, Ramon et Raphaël depuis 25 ans, à l'occasion de la présentation de leur phare à Paris. Et j'étais venu ici avec une question que je me pose parce que je travaille sur l'architecture et la question urbaine. Et donc, il y a un ami qui m'a raconté une petite histoire que lui disait Bernard Huette. Il disait qu'il y a des bons architectes, il y a des mauvais architectes, et il y a des architectes qui aiment la ville. Donc, à chaque fois que je regarde maintenant un projet dans un milieu urbain, je me pose la question, est-ce que ce bâtiment, est-ce que cette réalisation fabrique la ville ou l'ignore? Donc voilà, c'est chaque fois que je vois un projet, un détail même, un aménagement, n'importe, est-ce qu'il construit... C'est une question, je pense, qui préoccupe beaucoup d'architectes autour de moi. Et tu parles de nature, tu parles de silence. Je viens de voir l'exposition de Tadao Ando à Paris, avec une autre manière de dessiner, de réaliser, une autre matérialité. Il y a ce silence aussi qu'on trouve. Donc je pense que c'est au-delà on va dire, de l'écriture du langage. C'est quelque chose qui a à voir avec autre chose. Comment un architecte aujourd'hui peut fabriquer un espace dans la ville? Je regrette qu'on n'ait pas vu, que tu n'aies pas montré le projet de la bibliothèque à Barcelone, qui est justement... voilà. Si. Il y a trop de projets, non? C'est difficile à te montrer. La ville, en fait, c'est un sujet très, très important parce que, je ne sais pas, mais peut-être c'est les 80% de la population qui habite dans la ville. Et c'est très important de penser à elle, surtout en termes de cohésion sociale. Non? Pour nous, et quand tu parles de la bibliothèque, peut-être c'est difficile d'en parler maintenant parce qu'on ne l'a pas montré, mais c'est bien de préparer des espaces pour la cohésion sociale. Je trouve ça très, très important. Et c'est bien même de la ville, c'est toujours une pièce, un continuum qu'il y a une masse qui tiennent et puis il y a des pièces qui font la ponctuation, non? Soit un vide ou soit un bâtiment. Donc c'est toujours aussi, je pense, très important quand on pense dans la ville, de penser dans les rimes qu'on vive cette ville. Et en tout cas, même c'est bien de penser à la ville, mais je pense aussi que c'est important de penser que les gens ils peuvent aussi habiter dans d'autres endroits, non? Je pense qu'on a toujours envie de vivre en ville et peut-être c'est pas tellement évident que ce soit la bonne solution. Non? Donc, pour moi, la ville, il faut voir comment elle prend son rythme. C'est très important de qu'elle soit rythmée. Et puis après, pour les gens qui habitent, c'est de penser si vraiment c'est son désir ou pas. Ce n'est pas les bons choix sans y réfléchir. Non? On dit que c'est évident que c'est mieux d'habiter en ville, mais pour moi, pour nous, ce n'est pas évident. Une autre question? Là. Une seule petite question. Pensez-vous que vous avez un style? Non, pas du tout. Non. Nous pensons que nous avons une attitude, une manière de penser sur l'architecture, mais pas du tout de style. Non, on ne croit pas ça. Pas du tout.
Une autre question? Là. Je ne connaissais pas votre travail et j'ai été très ému et très touché par ce que vous avez montré. Et d'où ma question, y a-t-il un lieu, un site, un paysage qui susciterait actuellement votre envie, qui cristalliserait votre énergie, que vous avez peut-être dans la tête? Est-ce qu'il y a un endroit ou peut-être quelque chose qui vous interpelle actuellement vers lequel vous souhaiteriez aller? En ce moment, nous sommes très intéressés à cet espace que j'ai montré tout d'abord, cette vieille maison qui s'appelle la Villa, parce que c'est un endroit cette vieille maison, il a de l'histoire, il a aussi de la forêt, et donc on voudrait faire des choses là, créer des espaces pour sentir en relation à ce paysage, parce qu'il y a beaucoup de l'eau, il y a une rivière, il y a beaucoup de brouillard le matin. Donc c'est un espace avec un paysage et aussi une histoire très forte, et on voudrait, nous, de travailler là-dessous pour voir comment on peut faire sortir et faire sentir encore mieux cet endroit et que les gens puissent venir et sentir aussi. On est en ce moment, on est très, très attiré par ça. Mais c'est vrai que chaque paysage et chaque endroit a son... C'est comme les personnes, non? Chacun de nous, nous sommes différents et chacun a son rayonnement, non? Donc, même le paysage, chaque chose, il faut les trouver, non? C'est toujours très joli quand on est dans un endroit ou dans un bâtiment, d'essayer de trouver quelles sont les choses qui rayonnent, non? Qui donnent la chispa. Je ne sais pas, les sens. Ah. Et ça, c'est bon, c'est comme poser des noms sur les choses. C'est très important, non? Quand tu regardes un paysage ou tu regardes un bâtiment, si tu peux, ou la ville même, non? Si tu peux regarder en détail, non? En cherchant quelle est la beauté de cet espace, de les trouver et de les faire sortir. Ça, c'est très important. C'est comment lui donner un nom. Puis après, ça existe. Et du moment qu'il existe, tu peux te relationner avec lui. Et donc, cette relation donne une chose qu'on ne sait pas. Parce qu'on dit les choses en valeur absolue n'existent pas, c'est pas intéressant. Ce que c'est intéressant, c'est toujours les valeurs en relation, non? La valeur relative. Donc, si nous sommes capables de trouver la pièce qui est très, très puissante de là, donc on lui donne un nom et puis on s'y relationne là. Après, on a une nouvelle chose, un nouvel espace, une nouvelle histoire qui est beaucoup plus forte que si les deux choses sont détachées. C'est beaucoup plus mieux qu'elles travaillent ensemble et puis après, tu peux les détacher jamais. C'est très difficile à penser. Il y a des choses peut-être qui t'attirent le plus, mais c'est bien que tu sois capable de trouver des choses qui sont bonnes dans chaque endroit, dans chaque histoire. Et s'il y a d'autres qui sont moins bonnes, essayer de les cacher, non? Et comment de faire sortir les beaux. C'est comme nous, non? Chacun de nous, nous avons un côté beau et un côté moins bon, non? Et comment faire sortir notre côté bon et comment essayer de, pas cacher, mais de changer ou de faire devenir vers les beaux les mauvais, non?
Et c'est bien d'essayer de trouver ces liaisons fortes entre tout ce qui existe et tout ce qui vient de nouveau, et que ça donne une nouvelle chose et que tu ne peux pas détacher. Parce que, par exemple, nous n'aimons pas beaucoup l'architecture, que tu les peux prendre dans un plat et tu le peux mettre n'importe où, non? Sinon, il y a cette architecture qui appartient à cet endroit. Et cet endroit lui appartient, cette architecture. Donc ça fait une chose unique, et ça a un nom. Et tu peux le reconnaître et tu peux lui parler. Et ça te donne des choses. C'est comme nous aimons travailler, mais... Oui, une question. Il n'y a pas de style RCR, mais il y a quand même une écriture tellement contemporaine qu'on en oublie, et tu ne l'as pas présenté, tout le travail que vous avez fait sur l'architecture vernaculaire, rurale, sur les fincas, qui, moi, me semble fonder quand même votre histoire après. Et pourquoi ce n'est pas abordé au début? Pour nous, c'est un peu l'histoire qui est liée à nos racines, non? À ces paysages qu'on a montrés juste au début, non? Et que ça nous a apporté, c'est les paysages et aussi les constructions qui existent, non? C'est comme celui-là. De dire, pour nous, c'est qu'on a pris dans la construction vernaculaire que tu parles, c'est comme aussi c'est de dire, pour nous, c'est très important de chercher l'essentialité. C'est comment on a présenté la première image, c'était les phares horizontaux, non? Que la première image que j'ai montrée, c'était les phares horizontaux. Ça, c'était de penser, il fallait faire un phare dans une falaise. Et on se disait qu'on n'aimait pas du tout d'avoir une tour qui partait du milieu de la falaise, sinon que pour nous, c'était beaucoup plus mieux que les phares partaient du sommet et ça s'étendit comme une main. Mais ça a pu être possible pas seulement pour comprendre l'endroit ou pour comprendre les sites, c'était aussi pour comprendre bien ce que tu parles, non? De l'essentialité. Parce que pour nous, comprendre bien aussi toutes les constructions rurales, non? Ça parle beaucoup d'essentialité. Parce que ce sont les choses les plus essentielles. Donc, on a dit qu'est-ce que c'est un phare? Un phare, c'est une tour? Non? Pourquoi? Pas du tout. Un phare, c'est une lumière. Enfin, un phare, il a été né comme un fait sur la plage. Donc, il faut penser pour nous à l'origine. On essaie toujours de faire une tabula rasa sur les concepts. Et donc, quand on parle de les maisons rurales ou traditionnelles, elles parlent beaucoup aussi de cette essentialité. Et pour nous, même qu'il y avait la question tout d'abord des styles, nous n'aimons pas les styles. Nous aimons essayer de faire des espaces essentiels et que ça nous apporte aussi la atemporalité. Et ça, c'est très lié une chose des autres, non? Et même on pense que si on est capable de faire et de montrer des choses essentielles, ça parle à tout le monde. Parce que quand on est dans un autre niveau, dans un pas plus loin, après on rentre dans l'écriture, on rentre dans les formes finales, et tout ça devient des points de différence.
Non, c'est comme les religions. Non. Si tu regardes au point final où elles sont très différentes. Mais si tu vas à l'origine, non, encore un peu plus à l'arrière, ils sont pareils. Et donc, si on peut aller à l'origine, à l'essentiel, à les racines, ça parle à tout le monde. Et puis ça, ce n'est pas une chose que tu tiens et que tu prends et que tu restes fermé. Non. Tu es juste à l'origine et puis après tu peux aller très loin. Non? On dit comme un arbre. Non? Plus grand ou plus profond des racines il a, plus haut et plus grand il peut être. Non? Donc, pour nous, c'est beaucoup lié à cet esprit d'être beaucoup dans les racines, beaucoup dans l'essentialité, beaucoup dans les choses les plus claires, que de là, on peut faire sortir n'importe quoi. Tout est ouvert. Mais quand tu parles d'une step ou d'une étage plus loin, tu parles déjà de la typologie, de tout ça comme c'est fait, de la manière de construire et tout ça. Quand tu te rentres dans là, non? Quand tu penses qu'un phare, c'est une tour, tu as perdu beaucoup de chemin. Parce que tu pars déjà et tu continues à mettre des choses là, mais ce n'est pas dans la base la première. Donc pour nous, c'est très important de dire non, 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 non. Un phare, ce n'est pas une tour. Un phare, c'est un fait, non? C'est la lumière. Non? On va plus à l'arrière. Et comment plus à l'arrière et plus au principe on est plus lié à l'essentialité. Et on pense aussi à les racines et aux primaires. Et à partir de là, on pense que tout c'est beaucoup plus ouvert. Tu peux aller beaucoup plus loin. Bon. Bonsoir Carmen. Bonsoir. Donc vous êtes le C de RCR. Oui. Donc il manque R et R. Mais quand on vous voit, on voit triple en fait. Parce qu'on a l'impression que vous représentez ces deux-là qui manquent. Vous travaillez sur la même table depuis 30 ans. Il n'y a pas beaucoup de groupes qui tiennent aussi longtemps. Il y a Rolling Stone, il y a U2. Il y a... Est-ce que vous vous considérez comme des amis? Est-ce que vous êtes en osmose, en symbiose? Est-ce que vous êtes différents? Et comment se passe le processus de création entre vous trois? Est-ce que c'est toujours pareil? Est-ce qu'il y a un leader par projet? Est-ce que En fait, nous sommes trois, les coupables. Les coupables de que nous soyons trois, c'est Ramon. Hein, c'est la deuxième R. Parce que lui, en fait, il était ami de Raphaël. Ils ont commencé à étudier ensemble. Et puis, je suis allée à l'école un an plus tard. Et les deux garçons, ils ont venu voir la fille qui venait commencer la même une fille de l'autre, elle vient commencer architecture, on va la connaître, non? Et puis, Ramon et moi, on a commencé à sortir comme couple, on dirait. Et donc, c'est à travers Ramon qu'avec moi comme couple, donc, on a des filles, non? On a fait un parcours là. Donc, c'est Ramon qui était l'ami de Raphaël et puis c'était mon couple qui a fait la réunion à trois. Et je pense que ça se passe bien parce qu'au début, ça a été très important parce qu'après nos études, nous sommes rentrés chez nous et on a commencé à travailler comme ça. Voilà. Donc, on n'est pas passé par aucune agence d'architecture pour apprendre rien. Donc, on n'avait pas une histoire de dire non, j'ai appris ça, il faut faire les choses comme ça ou comme ça. Sinon, donc on a commencé et on l'a fait d'une manière assez genuine, on dirait, non? Un peu sans modèle. Et
et ça a été aussi intéressant parce qu'on a grandi, non? On a grandi ensemble. Et au début, même on parlait beaucoup, il fallait parler beaucoup de choses, beaucoup, non? Et de plus en plus, on se comprend très bien. On dit même s'il y a quelqu'un qui rentre dans la salle et il nous entend parler, peut-être qu'il ne va rien comprendre, non? Parce que, non, à la fin, on a, on dirait, un argot, non? Que quelqu'un on dit une parole et les autres savent très bien qu'est-ce que ça veut dire. Il y a beaucoup d'histoires derrière, non? Ça fait 30 ans et on dirait que... On dit toujours que c'est les plus grands succès parce que même parce qu'il y a les deux côtés, non? On travaille ensemble, on décide les choses ensemble, mais Raphaël aussi, il aime beaucoup de dire, mais quand je suis seule et je décide quelque chose, je sais qu'est-ce que Ramon et Carmen pensent. Donc à la fin, je prends une décision parce que je sais qu'est-ce qu'ils vont me dire, non? Donc, et il y a d'un côté aussi une confiance que je sais que ce que dit Raphaël c'est bien pour moi et ce qu'il dit Ramon c'est bien pour moi et aussi ils sont contents de ce que, non? On est en famille, non? C'est bien. Mais ça, c'est une chose qu'on ne peut pas dire, on fait comme ça, non? On ne peut pas le faire comme ça. C'est une chose que c'est à partir, c'est une histoire. Parce qu'on a grandi ensemble. Et je trouve que ça, c'est très important. Et même au début, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé pour faire les choses comme on les avait appris à l'école, non? Il y avait l'architecture catalane à l'époque, donc on a essayé de faire ça. Puis après, on est allé voir les grands maîtres, qu'est-ce qu'ils faisaient. On est allé voir Mies, Kahn, non? Et pour comprendre, pour sentir quand on était devant une obra maestra, un chef d'œuvre, non? Qu'est-ce qu'on sentait là? Qu'est-ce qu'il s'est passé là? De dire, si je vais voir un chef d'œuvre, qu'est-ce que je sens là, non? Donc, on a pas mal voyagé pour bien connaître. Et dans tous ces moments-là, on travaillait, je dis, 365 jours par an et on faisait 3 sessions, matin, après-midi, soir. On a travaillé beaucoup, beaucoup. On était, parce que même on n'avait pas... c'était pas l'esprit de travailler, non? On vivait l'architecture, non? Et puis après, on s'est dit, bon, on connaît tout ça déjà, et qu'est-ce qu'ils font les arts? Parce que les arts, en fait, ils travaillent le même thème que nous. Ils travaillent sur l'espace, sur la composition, mais ils travaillent le même thème que nous, mais sans tous les contraintes, non? Nous avons beaucoup de contraintes de loi, de budget, beaucoup, non? Donc, on a regardé qu'est-ce que les arts faisaient avec l'espace, et ça a été aussi un moment intéressant. On s'intéressait beaucoup plus par les arts que par l'architecture. Et puis après encore, on s'est intéressé beaucoup pour toute l'architecture qui appelait au sens, non? Par exemple, si vous connaissiez l'Alhambra de Granada, non? Non, ce sont ces architectures qui appellent au sens, non? D'entendre les sons de l'eau, non? Et un peu avec tout ça, non? Toute cette histoire, toute cette valise, non? Qui a beaucoup de choses. Et bien sûr, avec toute notre histoire, avec notre endroit, avec Olot, les maisons, comme disait Albert, non, on a fait un travail pour comprendre très bien les maisons de campagne de notre endroit, comment elles se situaient sur l'orientation, comment elles étaient composées, tout ça, non? On connaît bien tout ça. Donc après, avec tous ces bagages, non?
et même avec les choses qu'on essayait de faire et qu'elle-même nous apprenait d'autres choses, on a construit un peu notre histoire, non? Et ça, peut-être ça, je trouve aussi que c'est intéressant de dire, on a construit notre histoire. Tu ne peux pas construire l'histoire d'un autre ou tu ne peux pas copier un autre parce que toi, tu seras toujours une mauvaise copie. Non? Si tu veux être quelqu'un d'autre, non, on dit en espagnol para lo bueno y para lo malo, non? Pour le beau et pour le mauvais. Non? Tu es comme tu es et il faut que tu sois honnête avec toi-même. Donc, on a fait avec notre parcours, on a suivi notre devenir. Et après tous ces ans-là, donc, on est ensemble encore, c'est beau. Bonjour, j'aurais aimé savoir quel était, enfin que vous nous parliez un peu de votre rapport aux espaces extérieurs. On voit bien que dans la manière dont certains projets sont extrêmement simples, sont vraiment intégrés dans le paysage. On le voit, le stade olympique tel que vous l'avez fait, ou au Cols par exemple. Mais certains autres sont beaucoup plus travaillés. Je pense au projet de Bégur que vous avez réalisé. Enfin, je ne sais pas si on dit Bégur, mais voilà. Et puis aussi la manière dont, par exemple, au musée Soulages, c'est pas du tout. Enfin, est-ce que c'est vous qui avez donné vraiment les indications pour travailler justement tout le grand mail qui est devant le musée Soulages? Ou est-ce que, enfin voilà, comment vous travaillez votre rapport aux espaces extérieurs de l'architecture? Comme l'architecture, non? Pour nous n'aimons pas beaucoup comme les spécialisations ou les détachements des aspects. Non? Donc nous aimons, quand nous avons un travail de bien aller comme très loin. Non? Quand on était à Rodez, on voyait qu'au lointain, on voyait les montagnes de l'Aveyron, de la Guiole. Non? Donc il faut toujours voir quel est le rapport lointain, quel est le rapport prochain, et donc, et même à la fin, quel est le rapport sur les détails ou les meubles. Donc, pour nous, c'est tout un discours, ou c'est tout un parcours que nous aimons qu'il soit global. Ça ne veut pas dire que nous aimons de parler avec des gens qui sont des choses et de partager et d'échanger. Mais en tout cas, nous comprenons l'architecture comme quelque chose de très global. Non? Et même si on a une pièce en ville qui est là, on aime bien voir quelles sont les relations très lointaines. Non? Et de dire comment je peux venir d'une histoire beaucoup plus lointaine, de m'approcher, de voir les derniers détails. Donc, pour nous, le rapport, c'est d'un côté, nous aimons que ça soit très complet, très global, non? De comprendre la ville, à voir comment les détails soient faits. Parce qu'à la fin, tout participe de la même histoire. Et on dit, nous savons comment ces détails vont être, parce que nous connaissons les concepts du projet. Et au contraire, à partir de voir les détails, tu peux découvrir les concepts du projet. Tout que c'est important, c'est de voir que tout participe de la même histoire, que ce n'est pas l'addition de choses différentes. Et on dit ça, non? Que nous aimons la globalité du projet, c'est mieux dire de l'espace. Et même, nous pensons que n'importe les thèmes qu'ils se soient. Donc, l'attitude ou la manière de travailler, n'importe que ça se soit une place, ou n'importe que ce soit un petit pavillon, ou que ce soit un grand bâtiment. Donc, pour nous, c'est plutôt, et même parce qu'on a eu la chance de ne pas répéter beaucoup de programmes,
Et ça nous a donné aussi beaucoup de richesse de connaître beaucoup de choses différentes. Donc, pour nous, ce n'est pas dire comment on fait l'espace public, ou comment on fait les bureaux, ou comment on fait les logements. Pour nous, c'est une question de comment on aborde l'architecture, de la manière que nous comprenons que l'architecture l'architecture, elle parle ou elle parle de l'espace. Et donc, l'espace, après, ça dépend de si ça doit être un espace petit ou grand, ouvert, fermé. On parle de l'espace, donc n'importe quel type d'espace ce soit, ça n'importe pas. Et après, la manière, quand on travaille, c'est beaucoup plutôt une attitude, la manière de procéder et aussi de tenir compte de la globalité. Carmen, peut-être pour conclure, une dernière question, une avant-dernière. Une avant-dernière. Je ne sais pas, c'était sur un sujet qui me paraît important et dont on n'a pas beaucoup échangé. On a l'habitude de dire que les plus beaux projets ou les projets les plus réussis, c'est évidemment sont dus au talent des architectes, mais aussi au dialogue qui s'établit avec une maîtrise d'ouvrage, avec des utilisateurs, avec des usagers, etc. Et tu sais qu'aujourd'hui, les habitants revendiquent une place importante et participent dans un dialogue avec les pouvoirs publics, mais aussi les architectes, sur les projets, qu'ils soient urbains ou architecturaux. Et justement, la question que je me pose, votre travail n'est pas toujours abordable, et les images que tu montrais ne sont pas toujours habitées. J'ai aucun doute, enfin personnellement, sur la qualité. Mais savoir, c'est une interrogation, et je me dis, on fait à Arc en Rêve un travail éducatif, et aussi avec les publics. Et je voulais savoir quel rapport vous envisagez justement avec les utilisateurs, les habitants, futurs ou non, avec la maîtrise d'ouvrage, etc. C'est une vaste question. Je ne sais pas si tu peux répondre non, parce que là, il y a beaucoup de petites questions en tout ça que tu parles. Il y a beaucoup de choses là. Parce que tu dis, les rapports avec les âgés ou les clients, on dit, on arrive à faire un bon projet si on a une bonne relation avec les clients. Si, oui, c'est comme ça. Tu ne peux pas te battre contre les clients. Ça n'arrive nulle part. Donc, pour arriver à un bon projet, il faut aller ensemble. Tu ne peux pas aller contre. Ça ne marche pas du tout. Donc, il faut voir comment on va ensemble. Non? Donc, il faut beaucoup de dialogue, il faut beaucoup d'entretien, il faut beaucoup d'aller ensemble, parce que sinon, c'est comme un petit bateau. Si tout le monde va comme ça marche bien. Mais si on fait comme ça et l'autre comme ça n'arrive ailleurs. Non. Il faut aller ensemble. Ça, une question que c'était au début. L'autre, c'est que c'est vraiment que c'est très différent de faire un bâtiment pour l'usager final ou pas. Nous aimons de travailler avec l'usager final parce qu'on aime de travailler ensemble. Parce que même quand on a un programme à bâtir, on dit bon, il y a les programmes en numéro, mètre carré, budget, mais aussi il y a les programmes en rêve. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as envie, non? Donc, il y a les deux côtés. Si tu n'as pas l'usager final, c'est côté rêve. Il y a notre rêve, mais c'est bien de l'échanger. Donc, c'est un peu différent de travailler avec l'usager final ou pas. Ça donne une différence importante. Puis après, tu as parlé d'autre chose. Tu as parlé de comment les gens peuvent discuter sur projets en ville et tout ça. Avec ça, je dis qu'il faut faire attention. Il faut faire attention à ça parce que c'est bien d'en parler, mais quelquefois, j'aime pas beaucoup la comparaison, mais il y a aussi des gens qui l'utilisent, de dire, bon, s'il y a un malade, on va inviter la ville pour dire s'il faut les couper la jambe ou les bras. Donc, je pense que c'est très bien que les gens en ville parlent de ses rêves.
Ça, je trouve très important. Quels sont les rêves? Mais puis après, sur la décision de comment ces rêves vont devenir réalité, je ne suis pas d'accord que ce soit avec peut-être une participation complètement ouverte. Je suis très à faveur de que les gens puissent donner ses rêves. Et puis après, il faut étudier tout ça. Mais pour la décision finale, je ne suis pas complètement favorable. Oui. Oui. Bonsoir. Et comment est-ce que avez-vous abordé les sujets de la mort dans les projets de la crématoire? Comment a été les process dans l'atelier? Parce que c'est un sujet très, très fort et très compliqué je crois. Ça dépend. Pour moi, quand j'étais née, quand j'étais petite, j'avais peur de la mort. Ça me donnait beaucoup de peur. C'était une chose... Et maintenant, pas du tout. Complètement pas du tout. Parce qu'en fait, c'est cette connexion que nous avons avec les spiritualités, surtout l'univers. Non? On pense que tous nous sommes dans l'univers. On ne peut pas aller ailleurs de là. Donc, nous resterons dans l'univers. Nous serons là, transformés. Nous ne savons pas comment. Donc, quand tu sens que tu appartiens là, et tu as eu la chance de venir ici seulement pour prendre conscience de que l'univers existe. Donc, tu n'as pas plus de peur. Et donc, tu profites de dire au roi à quelqu'un que tu aimes pour te retrouver avec tes amis, tes familiales. Donc, pour moi, c'était très important de pouvoir, au contraire, travailler un espace pour aider à faire sentir ces sentiments que nous avions, qu'on n'a pas de peur sur la mort. Au contraire, ces moments... tu as la douleur de perdre quelqu'un, bien sûr, tu es triste. C'est évident, ça. Mais une chose, c'est la tristesse. C'est comme quelqu'un qui part, non? Tu habites avec quelqu'un et tout d'un coup, il part habiter dans un autre coin du monde. Tu sens ça, ça te fait mal, ça te fait du mal. Mais c'est mal d'amour, c'est pas un mal de père. Tu comprends? Et donc c'était bien d'être là, avec l'eau, avec le ciel. Nous sommes là, non? Nous sommes univers, nous restons là. Nous ne savons pas comment, peut-être comme brouillard. On ne sait pas, mais on est dans l'univers, on ne peut pas escapper. On ne peut pas échapper de là. Donc, on prend des formes différentes, ce n'est pas un drame. C'est de profiter de l'occasion d'être là pour connaître ça. Non? Donc, pas de problème, au contraire. On avait envie. Merci beaucoup, Carmen. Merci au public d'être venu si nombreux. Juste une information avant de quitter l'entrepôt. Vous pouvez découvrir des ouvrages sur RCR, une table que propose la librairie Mola. Et puis, dernière chose, vous pouvez venir aussi nombreux à la prochaine exposition, ouverture d'exposition, le 22 à Arc en Rêve, le 22 novembre. On aura une exposition qui s'appelle Bengal Stream, qui vous fera découvrir la scène architecturale du Bangladesh, pardon. Une scène très, très étonnante. De toute façon, à bientôt. Merci.